salariés. Excellence, Monsieur le Président, honorable membre du jury, honorable encadrant, veuillez recevoir au prime abord les mots de bienvenue et de remerciement de me consacrer à l'appréciation de mon mémoire de fin d'études. Aujourd'hui, après 5 belles années de formation à l'HEC de Carthage, aujourd'hui l'opportunité me offert de présenter à l'auguste jury ma mémoire dont le thème s'intitule Les prix de transfert, cadre institutionnel national et international et le rôle du commissaire de compte dans la prévention des risques associés. Dans un monde de plus en plus interconnecté avec le mouvement public des capitaux et la montée de l'économie numérique qui laisse des lacunes et des disparités pouvant être exploitées pour générer une double non-opposition. Cela nuit à l'équité internationale et à l'intégrité des systèmes fiscaux. Les recherches en la matière sera par conséquent de grande utilité, aussi bien pour la profession comptable et fiscale que pour les entreprises. L'OCDE, l'organisme crucial luttant contre l'érosion fiscale et le transfert des bénéfices, adopte le principe de pleine concurrence, qui représente la pierre angulaire pour la fixation des prix de pleine concurrence, dont la mise en œuvre se base sur une comparaison entre les conditions des transactions faites entre parties indépendantes et entre parties dépendantes. L'administration. Culpa iemissera serat sinum pertinenti. Selon l'adage latin, il ne faut pas qu'il y ait immixtion dans les affaires d'autrui. Toutefois, le système fiscal tunisien, en contrepartie de son système déclaratif, octroie à l'administration un pouvoir de contrôle étendu au travers des articles 5, 6, 38, 48, 7e, 51 de la loi de finances et l'article 101 du CDPF. En effet, les prix de transfert en Tunisie sont régis par deux sources suivantes: les conventions fiscales internationales et les théories générales de droit. La réglementation fiscale juridique interne, notamment la théorie de l'acte anormal de gestion, la théorie d'abus de droit, sont les pierres angulaires pour le redressement des prix de transfert en Tunisie. Pour les transactions transfrontalières avec les pays avec lesquels la Tunisie a conclu des conventions, on applique ces mêmes conventions. Quant aux transactions conclues sur le périmètre local ou bien avec des pays avec lesquels la Tunisie n'a pas conclu de convention, on applique l'article 51 de la loi de finances 2010 qui venait apporter une extension du champ d'application du contrôle de l'administration en matière des prix de transfert. De ce que précède, ce que demeure en dehors du contrôle de l'administration, ce sont les conclusions en dehors du principe de pleine concurrence entre parties indépendantes. L'article 51 que nous venons de dénoncer nous dévoile le commencement effectif de la légifération en la matière, bien que le terme ne soit pas expressément employé dans un texte doctrinal ou légal. Il a prévu des mesures permettant de redresser les bénéfices ayant été transférés d'une entreprise à l'autre, dépendant du fait de l'adoption des règles de non-concurrence. Faisons une petite analyse de cet article 51 qui venait pour rectifier l'article 48 7e, qui se positionne dans la partie relative des sociétés, d'où les personnes physiques sont hors champ d'application. Quant à la territorialité couverte, ceci intègre les transactions conclues sur le périmètre local en Tunisie et les transactions avec les pays avec lesquels la Tunisie n'a pas conclu de convention, tout en consacrant les dispositions conventionnelles. Quant aux transactions couvertes, l'article 51 a expressément employé le terme transactions commerciales et financières. Ainsi, les transactions professionnelles non commerciales référencées au sens fiscal sont exclues du champ d'application. Pour l'application de redressement, l'administration doit apporter la preuve de deux choses: l'existence d'un lien de dépendance et que les transactions ont entraîné une minoration d'un produit. Notons que la dépendance peut être de droit ou de fait. De droit, sur la base des pouvoirs décisionnels, selon l'article 2 du Code de la TVA, sur la base des notions de contrôle, selon l'article 461 du Code de société commerciale, sur la base des notions du périmètre de consolidation, selon une logique comptable qui est beaucoup plus large, beaucoup plus vague, à travers l'intégration des sociétés sous influence notable. Quant à la deuxième question, quant à la deuxième condition relative à la migration d'un produit, l'exemple type d'un transfert de bénéfices d'une entreprise soumise au régime commun vers une autre bénéficiaire d'avantages fiscaux. Pour éviter de tomber sous le coup du corpus législatif répressif des prix de transfert en Tunisie, toute entreprise a intérêt à adopter une méthode de valorisation des transactions entre groupes selon le principe de pleine concurrence. Mais comment définir ce principe dit de pleine concurrence? Les méthodes sont multiples. Celles prévues par le CDE, celles confirmées par le système comptable tunisien. Il existe, selon le CDE, trois méthodes dites traditionnelles fondées sur les transactions, telles que la méthode du prix comparable sur le marché libre, la méthode du prix de revient majoré ou bien du prix de vente minoré. Ces mêmes trois méthodes sont adoptées et promulguées
par la norme comptable tunisienne ST39 au niveau de son paragraphe 18e depuis janvier 2003. Toutefois, ces méthodes, bien qu'elles soient les méthodes les plus directes, les plus fiables, ne sont pas les plus faciles à mettre en œuvre, à défaut de données. Là, on doit migrer vers des méthodes transactionnelles basées sur les bénéfices, telles que la méthode du partage des bénéfices et la méthode transactionnelle de la marge nette. L'état 2. L'absence d'un guide complet à la limite d'usage des entreprises ou bien l'absence d'une politique interne des prix de transfert constitue un obstacle. Là, compte tenu des aspects développés au niveau de cette première partie, l'intervention d'un expert comptable connaisseur en la matière, et en particulier un commissaire de vente, à travers une démarche de type solide, constitue un moyen de prévention contre les risques liés aux prix de transfert associés. L'obtention de l'assurance raisonnable des états financiers ne contient pas d'anomalies significatives provenant d'erreurs ou de fraude, nécessite le passage par trois étapes très importantes. C'est l'identification et l'évaluation des risques, la réponse aux risques et l'établissement d'un rapport approprié. Quelles sont les informations pertinentes que l'auditeur doit collecter pour identifier et évaluer ces risques? Celle que l'audit de la conformité des prix de transfert passe nécessairement par les prises de connaissance de l'entité, son environnement et son contrôle interne. Bien sûr, cette prise de connaissance doit être effectuée à travers les procédures d'audit telles que les demandes d'information, les inscriptions des documents tels que les confirmations bancaires, juridiques, les PV des AGE ou les PV des conseils d'administration. Tout cela doit être bien documenté au niveau des seuils d'audit. À cela s'ajoute le recensement des transactions intergroupes comme énoncé par le paragraphe 13 de la norme d'audit ISA 550, où l'auditeur doit s'enquérir auprès de l'entité de toute transaction conclue avec une partie liée. L'auditeur contrôle généralement un budget de temps assez restreint, peut être outillé d'un questionnaire que nous avons élaboré comme suit, c'est clair, permettant de cartographier les transactions en adoptant une classification préliminaire par type et par catégorie, allant des transactions commerciales, des frais de siège, des transactions portant sur des actifs, que ce soit amortissables ou non amortissables, vers les prêts et les garanties. L'auditeur, à travers ce questionnaire, aura pour but essentiel d'investiguer sur les conditions dans lesquelles sont conclues les conventions intergroupes, s'investiguer sur leurs importances, leurs fréquences, les parties clés, les méthodes d'évaluation et bien sûr suite à une analyse fonctionnelle. Donc ce n'est pas une approche simpliste descriptive, c'est une interrogation sur le rôle et la place de chaque entreprise au sein du groupe, sur la base d'une investigation sur les actifs corporels et incorporels utilisés, les risques encourus compte tenu de la stratégie du groupe. Ce qu'il faut retenir par rapport à la stratégie du groupe, c'est que si l'entreprise adopte une stratégie de délocalisation ou bien de décentralisation, l'auditeur doit veiller à ce qu'il n'y ait pas un jeu sur les prix de transfert pour transférer les bénéfices vers les sociétés à souple fiscalité et vice-versa lors d'une stratégie de concentration. À l'issue de cette prise de connaissance, l'auditeur est en mesure d'identifier, de cartographier les risques et leurs éventuels impacts financiers sur les états financiers, sans pour autant être capable de mesurer la probabilité de survenance de ce risque, faute de connaissance des systèmes de contrôle interne mis en place, capables d'identifier, récapituler, comptabiliser les transactions entre groupes et fournir une information financière appropriée et exiger, le cas échéant, une approbation préliminaire en constatant l'existence d'un conflit d'intérêts avéré ou susceptible. Nous proposons comme suit un deuxième questionnaire que nous avons élaboré. Une attention particulière doit être allouée aux possibilités de contournement du système de contrôle interne par les PCGE ou de l'existence des parties liées non avérées faisant augmenter le risque de fraude. À l'issue de l'accomplissement de toutes les diligences produites, l'auditeur est en mesure d'évaluer la probabilité de survenance des risques au niveau des états financiers dans leur globalité et au niveau des assertions. Maintenant, le travail de l'auditeur doit se prolonger vers sa finalité ultime, telle que la conception d'une réponse d'audit efficace et efficiente à travers la mise en œuvre de réponses globales adaptées à l'évaluation globale des risques et réponses spécifiques adaptées dont la nature, l'étendue et les calendriers sont fonction de l'évaluation des risques au niveau des assertions. Nous jugeons que l'éditeur doit se baser sur les prescriptions et les directives des normes d'audit ISA 550, 240, 313 et 315 pour mettre en œuvre un plan de mission. On peut citer à titre indicatif l'audit des transactions sortant du cadre normal de l'activité, ou bien celles conclues avec une partie liée à forte dominance ou avec une société ad hoc. Et bien sûr, l'audit des méthodes des prix de transfert retenus et l'audit de leur comparabilité. L'objectif de cette diligence
et de se prononcer sur la conformité des méthodes de valorisation retenues au principe de pleine concurrence, aux méthodes retenues et à la réglementation interne. C'est là où la cartographie des transactions intergroupes vient de retrouver son utilité. En Tunisie, pour les transactions portant sur de vente de marchandises, il n'y a pas de règles assez spécifiques. Seuls les principes généraux de l'OCDE sont applicables. L'auditeur doit veiller à ce qu'il n'y ait pas un juste de prix de transfert pour transférer les bénéfices vers les entreprises à souple fiscalité ou bien de l'entreprise industrielle productrice des biens vers la société qui commercialise le même bien qui s'avère dépendante. Idem pour les prix de transfert opérant portant sur des biens non amortissables qui devraient être conclus sur une valeur la plus supérieure entre la valeur comptable nette et la valeur expertisée. Pour chercher à optimiser la gestion fiscale, les sociétés de groupe adoptent une pratique courante, qui est le transfert de biens économiquement, fiscalement amortissables dans un pays vers une filiale implantée dans un autre pays, où ils peuvent bénéficier davantage et de nouveau de l'amortissement fiscal de ce même bien qui demeure encore économiquement fonctionnel. L'auditeur doit veiller à contrôler ces transactions et s'assurer que le coût d'entrée chez l'entreprise qu'il a reçu est la valeur la plus faible entre la valeur déclarée en douane et la VCM chez l'entreprise qu'il a transférée. Pour les opérations portant sur des biens immatériels, le CDE ne cesse pas d'accorder une attention cruciale pour ces transactions en publiant le 16 septembre 2014 un rapport récent qui s'appelle Transfer Pricing Guidance of Intangibles qui contient des normes révisées supplémentaires pour les transactions portant sur les actifs incorporés. L'auditeur doit tout d'abord identifier les accords qui peuvent prendre plusieurs formes, que ce soit une vente pure et simple, usus, cultus, abusus, ou bien un paiement de redevance en contrepartie d'une utilisation limitée dans le temps et dans l'espace. Pour les transactions composées, l'auditeur doit utiliser et appliquer la norme comptable IFRS 15 pour identifier les composantes identifiables séparément. L'évaluation des versements et l'assurance de leur conformité au principe de pleine concurrence doit tenir compte de pas mal de facteurs, tels que les avantages attendus, les restrictions légales, la protection juridique, le caractère exclusif ou non exclusif, et bien sûr, les possibilités de sous-licenciement. Quant aux services intergroupes, soit à la carte ou généralisé, c'est le terrain de pratique courante évasive. Pour les services à la carte, tels que le conseil financier, le contrôle financier, budgétaire, le consulting juridique, tel que l'auditeur doit s'assurer qu'il y avait effectivement un service rendu d'une part qui présente un intérêt économique pour l'entreprise bénéficiaire, et en plus de ça, il doit s'assurer de l'absence d'un double emploi, à l'exception des exemples donnés par le CDE, tels que le recours à un avis juridique, bien que l'existence d'un département interne. Les transactions financières peuvent prendre plusieurs formes. Le cash pooling, les provisions pour créances coûteuses, les abandons de créances, etc. Nous allons nous attarder seulement sur le principe de service de cash pooling, qui est la gestion centralisée de trésorerie entre sociétés de groupe, qui peut prendre la forme d'un cash pooling consulaire ou bien un transfert physique de fonds. Le régime fiscal de ce service est éligible à les deux prises de position 793 et 900 de 2011 qui incite sur le fait que ce service doit faire apparaître un taux d'intérêt calculé sur un taux minimal de 8% par an. Toutefois, ce taux, bien qu'il pourrait ne pas constituer un taux de pleine concurrence, en tant que débiteur, il doit conseiller l'entreprise à adopter ce taux pour éviter tout risque fiscal. Les instructions de type C relatives à l'information financière sont très importantes. L'auditeur doit s'assurer que l'entreprise a fourni les informations financières les plus pertinentes pour la compréhension des transactions intergroupes. À l'issue de la mise en œuvre des réponses d'audit, l'auditeur doit achever les travaux de clôture pour finalement exprimer une opinion d'audit. Au niveau de l'apport général, outre que l'opinion d'audit, si les prix de transfert pourraient générer une discordance d'égalité entre les actionnaires, en constatant l'existence d'un abus de biens sociaux et d'un abus de majorité, l'auditeur doit le mentionner dans son rapport général et, le cas échéant, faire une révélation des faits délictueux. Au niveau de rapport spécial qui est au cœur de la problématique des prix de transfert, l'auditeur doit se limiter à relater les conventions réglementaires et à signaler les opérations interdites sans pour autant mentionner aucune utilité ou bien le bien fondé économique de toute transaction. Finalement, on constate notre mission de commissariat au compte clôturé et pour clore, la problématique des prix de transfert est aussi universelle pour lui-même. Les scandales à l'échelle internationale
on ne cesse pas de dévoiler l'ampleur et l'importance de cette problématique. Récemment, les Panama Papers ont montré l'étendue du problème et a placé la lutte contre la déperdition fiscale au premier rang des priorités. Nos normes fiscales sont les plus importantes, sont les plus solides et doivent être appliquées par tout le monde pour qu'il n'y ait plus de entente. C'est ce qu'il a déclaré le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gila, il y a quelques jours. Là, au-delà de l'objectif de simplification des comptes, la profession comptable doit prendre conscience de la nécessité d'accompagner les entreprises pour élaborer une politique interne de prix de transfert de nature à ramener le risque fiscal à un niveau faible, acceptable. Je remercie encore une fois les membres du jury pour leur participation. Je me réjouis par avance d'entendre vos lectures et d'échanger sur vos questions. Je remercie toute personne présente dans la salle. Merci beaucoup. Merci, M. Arsène, pour cette excellente présentation de travail. J'apprécie beaucoup. Et j'apprécie beaucoup la façon avec laquelle vous avez traité le sujet, parce que la sortie de l'ordinaire, une simple présentation du prix de transfert tel que prévu par le modèle de l'OCDE, on a fait parler plutôt du rôle du commissaire au compte dont le sujet du prix de transfert. Donc j'apprécie beaucoup la façon dont vous avez traité le sujet. Et je cède la parole à Mahmoud Khaled. Merci, M. le Président. Spécialiste. Je vous remercie à vous. Rien. Je vous remercie vraiment. Je ne le dis jamais assez. Donc, premièrement, pour le choix du sujet, c'est le sujet qui est le plus d'actualité à travers le monde entier. Et deuxièmement, pour votre prestation. Et je le trouve l'étudiant brillant que nous avons accompagné sur 2 ans. Donc, c'est de l'Est jusqu'à demain, donc on n'avait fait que confirmer ce que nous pensons de vous, de notre. C'est ça. C'est vrai. في الواقع كما قال سي مبروك الخدمه تاعك رفلات من الشيء اللي شفناه في دو زاني لي سيريو والمواظبه وحب لا ماتير ما نجم كان يعطي ان بون ريزولتا الحقيقه لو بون ريزولتا موجود والملاحظات اللي عملناها والاحترازات اللي عندنا تضاف لنا باسكو سي ان سوجي اكستريمون ديفيسيل مستحيل باش يكون الانسان يلم بالجوانب كلها اون بو كومبروندر. وكما قلت لك من الاول لا فاسون اللي خرجت بها الموضوع خارق العاده، خرجت من الكلاسيك انت عطيت ان بلوس سيرتو عملت ان بون مارياج ما بين لو كونترول فيسكال لادمينستراسيون فيسكال كونترول اي البصمه نتاع الكوميسار كونتي سي اكستراوردينير. Pour ces raisons et pour tout ce que nous avons, on a jugé que vous méritez très bien et on vous a accordé des suites sur votre travail et merci, bonne appréciation. Et l'autre n'a jamais été accordé.